Je vais vous présenter le cours de d'ictère fébrile ou bien conduite à tenir devant un ictère fébrile. Donc le plan de cours, l'introduction, la physiopathologie, puis la conduite à tenir. On commence par l'introduction. Commencer par la définition, c'est quoi l'ictère? Donc l'ictère est défini par une coloration jaune des tegments et des muqueuses due à l'accumulation de bilirubine dans le plasma avec une concentration bilirubine totale supérieure à 20 micromoles par litre si on a un subducteur ou bien supérieure à 50 micromoles par litre si on a un ictère franc. Donc, dans certains cas, c'est une urgence. Il faut une imagerie en urgence, soit écho, soit scanner. Il faut éliminer un obstacle biliaire qui menace le pronostic vital. Il faut différencier entre l'hémolyse et les cholestases par la clinique et par la biologie. Il faut aussi différencier le cholestase intrahépatique et extrahépatique par l'imagerie abdominale. Parfois, la réalisation d'un geste chirurgical ou l'endoscopie en urgence devant un obstacle des voies biliaires. Donc, et parmi les étiologies infectieuses les plus fréquentes sont les viroses, les angiocolites, le palu et l'leptospirose. Donc, la physiopathologie. Donc, lors de la physiopathologie, c'est-à-dire dans le cas normal, si on dans le cas de dégradation de globules rouges, soit par vieillissement, soit par phénomène pathologique, c'est l'hémolyse. Après la dégradation, on va obtenir l'hème, la substance l'hème, qui constitue de l'hémoglobine et le fer. Le fer va recycler dans le métabolisme et l'hème. Donc l'hémoglobine va se dégrader et va nous donner le bilirubine libre. Le bilirubine libre qui est liposoluble va être transporté par la suite par l'albumine jusqu'à le foie. Au niveau du foie, il y a l'enzyme de conjugaison glycoronyl transférase qui va transférer l'hémoglobine libre en hémoglobine conjuguée qui est hydrosoluble et qui est responsable de la coloration des selles et des urines. Bon, donc si on a un problème dans l'ictère, c'est-à-dire accumulation de bilirubine, soit on a deux types, soit bilirubine libre, c'est-à-dire due à une hyperproduction de bilirubine libre due à l'hémolyse, ou bien un défaut dans l'enzyme de conjugaison. C'est le cas de maladie de Gilbert. Soit c'est l'accumulation de bilirubine dans le deuxième type, c'est l'accumulation de bilirubine conjuguée. Dans ce cas, c'est un obstacle, c'est-à-dire c'est une cholestase, soit intrahépatique, soit extrahépatique. Donc c'est ça, bon. Conduite à tenir, donc devant une ictère fébrile, on doit commencer par éliminer les urgences. On a 5 urgences. Après élimination de les urgences, on fait, c'est-à-dire on va distinguer le type de l'ictère, soit bilirubine libre, soit conjugué, et on va citer les étiologies. Donc, pour les situations d'urgence, la première situation, c'est l'angiocolite lythiasique. On pense à cette situation si on a surtout un antécédent de lithiase ou bien cholécystectomie. Cliniquement, c'est le triade de Charcot, caractérisé par fièvre, douleur de l'hypocondyle droit, plus un ictère franc. Donc, à l'échographie, on trouve dilatation des voies biliaires extra-hépatiques. On doit aussi pratiquer des hémocultures. Pour les germes responsables dans ce cas, c'est généralement les entérobactéries et les anaérobies. Le traitement sans antibiotiques en IV qui est active sur les entérobactéries et les anaérobies et qui a une bonne diffusion biliaire. Plus la métronidazole ou bien la pipéracilline tazobactam, c'est infection nosocomiale.
Pour les complications de l'angiocolite sont les pancréatites aiguës, bien le choc septique, qui nécessite le transfert en réanimation. La deuxième situation d'urgence, c'est l'insuffisance hépatocellulaire au cours de l'hépatite fulminante. On a deux signes d'insuffisance hépatocellulaire. C'est surtout, c'est-à-dire dans le cas d'urgence, c'est surtout l'encéphalopathie hépatique et le syndrome hémorragique avec type B inférieur à 30 et chute de facteur 5, cytolyse majeure, ou parfois d'où la nécessité de transfert en réanimation sur l'hépatite fulminante. Troisième cas, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Donc, dans ce cas, il s'agit de plusieurs étiologies. Premièrement, sepsis grave ou bien choc septique à bactérémie purogène, les BGN, soit stenchi, soit leptospirose, soit syndrome hépatorénal, soit hémolyse aiguë due à bactérémie postpartum à Clostridium perfringens. La conduite, il faut toujours réaliser des hémocultures et transférer le malade en réanimation. Quatrième situation, c'est le retour d'un pays tropical. Dans ce cas, on a trois étiologies, soit l'axie palistre et l'ictère, c'est un critère de gravité, soit c'est une fièvre bulleuse hémoglobinurique qui donne des hémolyses aiguës intravasculaires d'origine médicamenteuse, d'origine l'aminoalcool tel que le quinine. Et il faut distinguer cette situation de l'axie de palistre par dans cette fièvre bulleuse, il n'y a pas de trouble de conscience, la parasitémie faible ou bien absente et il y a l'hémoglobinurie et aussi l'insuffisance rénale aiguë. Troisième situation qu'on doit penser, c'est on a la notion de retour d'un pays tropical, c'est la fièvre jaune ou bien les arboviroses ou bien la fièvre hémorragique virale. La cinquième situation d'urgence, c'est l'endocardite matérielle ou bien valve mécanique. Dans ce cas, on a un ictère hémolytique, on doit rechercher des insertions valvulaires mécaniques. Puis, en dehors de situation d'urgence, c'est-à-dire on doit connaître le type de l'ictère, c'est-à-dire soit à bilirubine libre, soit à bilirubine conjuguée. Dans le cas de bilirubine libre, comme on a déjà expliqué dans la physiopathologie, soit dû à une hyperproduction de la bilirubine, et dans ce cas c'est l'hémolyse, soit un déficit dans l'enzyme de conjugaison, et dans ce cas c'est la maladie de Gilbert. Donc, devant bilirubine libre, on doit rechercher les signes de l'hémolyse qui sont trois. Anémie régénérative avec un taux de réticulocytes supérieur à 120, une chute de l'aptaglobine et hémoglobinurie. Donc, dans ce cas, si on a les signes d'hémolyse, on doit commencer par l'interrogatoire, rechercher des antécédents de hémolyse, avortement, séjour dans un pays impaludé. Cliniquement, il faut préciser l'allure de l'ictère, la fièvre, l'association de splénomégalie, pneumopathie, bien syndrome hémorragique. Les bilans, on doit demander des hémocultures, frottis sanguin et de gouttes épaisses, les sérologies, les tests de Compte. Donc, dans ce cas, soit hémolyse chronique, soit aiguë. Pour l'hémolyse chronique, souvent associée à une pâleur splénomégalie due à une anomalie dans les érythrocytes ou bien l'hémoglobine. C'est le cas de drépanocytose ou bien les maladies de l'hémoglobinopathie. Soit une hémolyse aiguë avec un tableau de choc avec douleur abdominale et pâleur. C'est le cas de déficit en GCSPD après ingestion de des substances oxydantes telles que l'amino 8 quinoline ou bien les sulfamides ou bien le VEF. Soit l'étiologie est extra-érythrocytaire. Donc, si on a les signes de l'hémolyse qui sont trois, l'anémie et l'aptaglobine faible et l'hémoglobinurie, donc c'est confirmé que il s'agit d'une hémolyse, soit intra-érythrocytaire, c'est-à-dire l'hémolyse chronique due à les immunoglobinopathies,
soit hémolyse aiguë due à la déficit en G6PD, soit c'est une étiologie extra-érythrocytaire, c'est-à-dire anémie auto-immune, parfois secondaire à une cause infectieuse telle que le BV, CMV, l'hépatite B, l'hépatite A, le VIH, mycoplasme pneumoniae, soit toxique des alkinines ou bien les autres aminoalcools, soit infectieuse le paludisme, ou bien le Clostridium perfringens. Donc c'est ça dans le cas de l'hémolyse. Premièrement, rechercher signe de l'hémolyse. Si on a des signes, soit étiologie intra-érythrocytaire, c'est-à-dire hémolyse aiguë ou bien chronique, soit chronique, c'est l'immunoglobulinopathie ou bien hémolyse aiguë due à déficience de G6PD, ou bien c'est des causes extra-érythrocytaires, soit auto-immune, soit toxiques, soit infectieuses. Donc c'est la première situation, c'est les bilirubines libres. La deuxième situation, il n'y a pas de signe d'hémolyse. Donc, dans ce cas, c'est la maladie de Gilbert qui est due à un déficit partiel de l'enzyme bilirubine uridine glycurényl-transférase. Donc, c'est ça. La deuxième situation, c'est les bilirubines conjuguées. Ictère fébrile à bilirubine conjuguée ou bien mixte. Mixte, c'est très rare. Généralement, c'est bilirubine conjuguée. Donc, on doit commencer par l'interrogatoire, critères de la fièvre, l'installation, les signes associés, le mode de l'apparition de l'ictère avec ou sans prurite, l'existence de douleur abdominale, un tyrane, c'est-à-dire l'alcoolisme, le cirrhose, antécédent de lithiase, l'exposition aux rongeurs ou bien de l'eau d'égout, les prises de médicaments, les antibiotiques ou bien les toxiques, notion de transfusion sanguine dans les 6 mois précédents, piercing, voyage en zone d'endémie de l'hépatite ou bien de palystre, situation immunitaire vis-à-vis l'hépatite B et l'hépatite A, puis l'examen clinique préciser l'intensité de l'ictère, l'hépatomégalie, douleur de l'hypocondre droit, les signes d'HTP, insuffisance hépatocellulaire. Biologiquement, on doit demander la FNAS, les plaquettes CRP, le TGO, TGP, le TP. Et pour les examens morphologiques, l'examen principal qui donc parce que dans le bilirubin conjugué, quand on a déjà expliqué dans la physiopathologie, c'est un cholestase dû à intrahépatique ou bien extrahépatique. Et comment on va faire la différence? C'est par l'échographie. Donc dans l'échographie, on a 4 situations. Soit on trouve des voies biliaires fines sans tumeur hépatique. Dans ce cas, on va voir la cytolyse. Si on a une cytolyse majeure, c'est-à-dire supérieure à 5 fois normale ou bien plus, c'est une hépatite aiguë, soit infectieuse, soit non infectieuse. Infectieuse, c'est-à-dire l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite E, les arboviroses, le BV, l'HIV, CMV, l'herpès, le VZV, le leptospirose. Soit non infectieuse par auto-immune, alcoolisme, toxique, médicamenteuse, Dravet syndrome. Ou bien si on n'a pas une cytolyse, c'est-à-dire c'est une bactérémie due à salmonelle, due à leptospirose, légionellose, rictitiose, la rickettisiose, pneumocystose. Ou bien c'est une hépatite granulomateuse due à mycoplasme, fièvre Q, brucellose, chlamydia, Bartonella. Ou bien les lymphomes malignes avec des infiltrations hépatiques, ou bien c'est la colangite qui est due à soit CMV, soit cryptosporodiose, soit la microsporodiose, avec un aspect en arbre mort ou en chapelet des voies biliaires intrahépatiques identifiées par la cholangiographie rétrograde. Deuxième aspect dans l'échographie, la deuxième, c'est montre un aspect tumoral, mais peut-être un abscipiogène, ou bien amébose hépatique, ou bien kyste hépatique, ou bien tumeur maligne primitive ou secondaire. Troisième aspect à l'échographie, c'est l'atteinte de la structure vasculaire, c'est les thromboses de la veine porte ou bien de la veine sushépatique. La quatrième situation à l'échographie, c'est la dilatation des voies biliaires principale, soit par un obstacle lithiasique, soit obstacle néoplasique et rarement parasitaire, la dystomatose, la grande douche de foie ou bien la scaris.
qui donne une angiocolite avec une hyper-éosinophilie. Donc c'est ça pour l'ictare à bilirubine conjuguée. On doit baser sur les signes au niveau de l'échographie. C'est parce que dans la bilirubine conjuguée, c'est un cholestat soit intrahépatique, soit extrahépatique. C'est les voies biliaires fines, c'est-à-dire le problème est intrahépatique, soit des problèmes liés à la cytolyse, c'est-à-dire l'hépatite, ou bien ne liés pas à la cytolyse, c'est-à-dire les bactériémies, les hépatites granulomateuses, bien cholangite, soit un tumeur, soit un problème de la vascularisation thrombose, soit dilatation des voies biliaires, l'angiocolite, etc. C'est ça. Et merci.